Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre, un drame pour lequel on n'a jamais auditionné, un chagrin d'amour qu'on n'a jamais vu venir. Des nuits passées à fixer le plafond, à se demander comment chaque brique de la vie qu'on a tant bâtie a pu s'effondrer en un instant de silence. Je suis un homme ordinaire, jamais attiré par les grandes foules ni par les drames. Tout ce que j'ai toujours désiré, c'était un foyer tranquille, un partenaire fidèle, une routine réconfortante. Et pourtant, un soir, en rentrant chez nous sur la pointe des pieds après une énième heure supplémentaire, j'ai surpris une conversation qui a brisé toutes mes certitudes sur l'amour, le dévouement et la confiance. Mais ce n'est pas seulement une histoire de trahison. C'est l'histoire de ce qui se passe ensuite, quand on réalise qu'on est devenu le plan de secours de quelqu'un plutôt que son véritable partenaire. Il s'agit de lutter pour sa dignité quand la personne en qui on avait le plus confiance traite notre loyauté comme un bien jetable. Si vous vous êtes déjà sacrifié pour quelqu'un, persuadé que c'était par amour, pour finalement découvrir que vous n'aviez jamais vraiment compté dans ses plans, alors restez avec nous. Au cours des 30 prochaines minutes, je vous raconterai les moments qui ont marqué mon parcours, les beaux souvenirs que je croyais éternels, les subtils soupçons d'éloignement grandissant, la nuit déchirante où la vérité a fait surface, et l'affrontement final, dramatique, qui m'a obligé à lâcher prise. Même lorsque j'avais le cœur brisé, j'ai appris qu'il faut parfois se choisir soi-même, même si personne ne nous apprend comment. Cette histoire vous fera traverser l'espoir, la suspicion, le chagrin, et finalement, le renouveau. Vous vous reconnaîtrez peut-être, ou un être cher, quelque part en chemin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Ne vous contentez pas d'écouter, participez à la conversation. Ensemble, nous ne partageons pas seulement une histoire. Nous nous aidons mutuellement à surmonter les chagrins qui accompagnent la vie en ville, où le divorce, la trahison et le besoin de recommencer ne font pas que les gros titres, mais sont de véritables défis auxquels beaucoup d'entre nous sont confrontés. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez la vidéo. Bonne lecture! Si vous nous aviez observés de l'extérieur, vous auriez vu un couple qui avait compris. Un homme avec un emploi stable, une femme dont le rire pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Nous étions ce couple qu'on rencontre aux soirées quiz, mi-compétitif, mi-séducteur, notre histoire commençant par de mauvaises réponses et une alchimie parfaite. La première fois que Sarah m'a battu, elle s'est penchée vers moi avec ce sourire narquois, celui que j'étais sûr de trouver sur les couvertures de magazines, et m'a murmuré la réponse à une question que je n'aurais jamais devinée. Ce soir-là, elle m'a dit, parfois, être intelligent, c'est savoir quand demander de l'aide. Sur le moment, cela m'a semblé un présage romantique. Je n'ai compris l'ironie que bien plus tard. Nous avons construit notre vie par à-coups, d'abord en louant, puis en accrochant nos rêves à chaque nouvel appartement, puis en mettant nos économies en commun pour une petite maison à la peinture écaillée dans un quartier où l'on entendait encore les enfants jouer la nuit tombée. Chaque planche est raflée, chaque course nocturne chez Home Depot, tout cela faisait partie de l'histoire que nous nous racontions. Nous construisons quelque chose de concret. J'ai gravi les échelons, de la vente interne à la direction régionale, avec de longues heures de travail, le téléphone collé à l'oreille, les feuilles de calcul poussant comme des champignons. Elle est devenue le cœur de notre foyer, enseignant le yoga quand elle se sentait inspirée, décrochant des contrats de design qui payaient juste assez pour des week-ends en vacances ou de nouvelles fournitures artistiques. Mais même l'histoire la plus douce a ses failles. Il y avait des moments infimes, au début, à peine dignes d'être mentionnés. Nos emplois du temps ne collaient pas vraiment. Je me réveillais groggy à 5h30 pour répondre à l'appel d'un client, et elle était encore en train d'esquisser des idées de logo à minuit, les bougies allumées. Parfois, je rentrais à la maison et les rires résonnaient sur les murs. Sarah et Monica, sa meilleure amie, partageaient une bouteille de vin et une série Netflix que je ne comprendrais jamais. Monica était le genre de personne toujours au courant des derniers potins, qui regardait vos chaussures et vous racontait exactement comment se passait votre semaine. Et sa loyauté envers Sarah était absolue. J'aimais bien sa présence, jusqu'à ce que je ne la supporte plus. Avec le recul, les petites frictions sont devenues des lignes de fracture. Je ne l'avais pas vue à l'époque, mais une distance s'installait. Une envie discrète, peut-être, quand Sarah parlait de sa liberté, ses journées sans alarme ni échéance, remplies de tapis de yoga, de soleil et d'espaces chaleureux et ouverts. Je plaisantais en disant que j'étais la chaîne d'approvisionnement et qu'elle était la rêveuse. La plupart du temps, ces plaisanteries me semblaient anodines. Mais de temps en temps, les rires me semblaient forcés, même à moi.
Et puis il y a eu le contrat de mariage. Lors de notre troisième rendez-vous, j'ai confié à Sarah ma peur de me brûler les ailes, comme certains de mes collègues. Je veux juste qu'on soit tous les deux en sécurité, quoi qu'il arrive, ai-je dit. Elle a acquiescé, avec ce même sourire désinvolte, promettant que l'amour ne signifiait pas forcément tout risquer. Mais une lueur, presque imperceptible, dans ses yeux m'a fait me demander si j'avais semé la méfiance bien avant la tempête. Mes parents m'appelaient presque tous les dimanches pour prendre de mes nouvelles et me demander si nous avions déjà commencé à parler d'enfants. « Laisse-toi aller », disait Sarah, s'installant pour son appel hebdomadaire à sa mère, qui voulait toujours savoir si je traitais sa fille comme une reine. Je le croyais. J'ai vraiment essayé. Même quand Monica me lançait des regards en coin, mi-blague, mi-jugement, sur mon travail, je les ignorais. Pourtant, parfois, dans le silence, je restais éveillé à côté de Sarah, écoutant sa respiration et me demandant si elle rêvait de quelque chose de plus grand, de plus brillant ou simplement d'autre chose. C'est le propre des fissures. On ne sait jamais jusqu'où elles peuvent aller, jusqu'à ce que la tempête arrive et que tout s'écroule. Mais c'est aller plus loin. La vérité est qu'avant que la trahison ait un visage ou un nom, elle apparaît comme un silence entre deux personnes allongées dans le noir, chacune convaincue d'être la seule à se sentir seule. Et parfois, le pire genre de chagrin n'est pas causé par un seul événement, mais par les 1000 petits moments où l'amour commence à ressembler à une obligation. Le tournant fut subtil. Pas de bagarre, pas de porte claquée. Il suffisait du rire de Sarah lorsqu'elle décrivait le dernier problème de transmission de son vieux SUV et son souhait d'une voiture plus fiable. Elle haussait les épaules, esquissant un demi-sourire. Ce n'est pas grave. Je veux juste me sentir à nouveau en sécurité au volant. Et peut-être était-ce dû à la façon dont Monica intervenait, taquine. Tu mérites une voiture qui ne te laisse pas en plan pendant un orage. C'était assez innocent, du moins en apparence. Mais sous la surface, je sentais le récit changer. Mon rôle de partenaire se transformait en soutien de famille, de confidente à distributeur de billets. Ce soir-là, j'ai fait un vœu secret. J'accepterai chaque heure supplémentaire, chaque travail du week-end, chaque intervention en dehors des heures de bureau. Les chaînes de conditionnement se moquent des problèmes personnels. Ils cassent, et les gens comme moi les réparent, même si le travail devient tardif ou solitaire. Chaque dollar supplémentaire que je gagnais, je le rangeais dans un dossier mental intitulé « Fonds auto de Sarah ». Au début, j'avais l'impression de faire quelque chose d'aimant, quelque chose qui prouverait que je m'investissais non seulement pour nous, mais aussi pour son bonheur. C'était peut-être un rappel à mon père qui m'avait appris que le véritable amour était une question de sacrifice. Peut-être voulais-je prouver à Monica qu'elle avait tort lorsqu'elle plaisantait sur le fait que les hommes achètent le pardon avec des mensualités de voiture. Mais le sacrifice a un poids auquel le monde ne vous prépare jamais. Les semaines se succédaient, des marathons de 70 heures alimentés par un café avarié et un cocktail enivrant d'adrénaline et de ressentiment. L'entrepôt était devenu mon second chez moi. Je recevais des textos de mon ami Jessie, un des vieux de la vieille au travail. « Tu vas faire un burn-out. Est-ce qu'elle se rend compte à quel point tu bosses dur ?» Je mentais et disais qu'elle le savait. J'avais besoin qu'il me croie, alors peut-être que je pourrais y croire aussi. Je rentrais épuisé, laissant tomber mes clés discrètement pour ne pas déranger les soirées vains de Sarah et Monica. Parfois, les rires déferlaient dans l'escalier pendant que je préparais un dîner pour une personne au micro-ondes. Parfois, Monica levait les yeux à mon arrivée, me lançait un « coucou » poli et revenait à leur blague secrète. Il m'est arrivé de m'asseoir dans mon camion devant la maison une minute de plus, juste pour ne pas me sentir mal à l'aise chez moi. Le fonds pour la voiture est devenu plus que des dollars et des centimes. C'est devenu un indicateur de ma valeur. Chaque centime s'accumulait contre mon anxiété. Et si je ne pouvais pas en donner assez, étais-je en train de la perdre, une heure supplémentaire après l'autre? J'ai commencé à remarquer que Monica semblait toujours être là quand Sarah se sentait mal. Sa présence comblait les espaces que je croyais réservés à moi. Un soir, ma mère m'a appelé d'une voix chaleureuse et familière. « Ne laisse pas le travail devenir toute ton histoire, mon fils. Les gens ont plus besoin d'amour que de nouveaux moteurs. » Je lui ai promis que j'allais bien, mais en vérité, j'étais à bout de souffle et je ne savais pas comment me ressourcer. Il y avait de petits moments de confrontation, jamais bruyants, jamais chaotiques. Sarah disait « Je ne veux pas que tu travailles autant. » Et pourtant, le lendemain, elle m'envoyait un lien vers la voiture de ses rêves, une Outback d'occasion certifiée, tout équipée. Je disais oui, ravalais ma gorge nouée et sortais dans le noir pour une autre longue journée de travail.
Le silence s'installa dans la maison. Les routines que nous avions établies commencèrent à se défaire, remplacées par des connexions manquées. Jessie m'invita à boire un verre un vendredi et essaya de me faire parler. Mais je ne réussis qu'à lui faire une blague sans conviction sur le fait de vivre dans la salle de pause. Il me dit, ne laisse pas ses besoins tuer les tiens. Mais je n'ai jamais vraiment su fixer des limites. Le sacrifice est une chose amusante. Il peut paraître héroïque, mais parfois ce n'est qu'un masque pour cacher le désespoir. Avec le recul, chaque heure supplémentaire était une monnaie d'échange pour l'amour que j'avais si peur de perdre. Je n'arrêtais pas de me répéter, encore une semaine, encore un salaire, encore une chance de la rendre heureuse. Pendant ce temps, le fossé entre nous se creusait, et je ne voyais pas comment ce travail acharné devenait ma prison. Mon histoire ne se résumait pas à l'amour, elle consistait à s'abandonner, petit à petit, dans l'espoir que quelqu'un remarque son absence. Mais la routine finit toujours par payer. Et à mesure que le silence à la maison s'éternisait, il devenait clair que mon sacrifice ne contribuait ni à la sécurité ni à l'affection. Il ne faisait qu'alimenter la distance. Tout a commencé par de petites choses, presque risibles si elles n'avaient pas été si blessantes. Un SMS qui vibrait sur le téléphone de Sarah, un peu trop tard dans la nuit. Sa façon de sursauter légèrement quand j'entrais dans la pièce, ses yeux pétillants d'une lueur que je ne pouvais nommer. Le nom de Monica apparaissait de plus en plus souvent dans nos conversations. Leurs soirées énologiques se transformaient en escapades de week-end, auxquelles je n'étais pas invité, honnêtement, à laquelle je n'avais jamais voulu participer. Au début, je me disais que je me faisais des idées. Après tout, n'était-ce pas moi qui travaillais si dur? N'était-il pas juste qu'elle ait de l'espace et des amis? Mais certains soirs, le silence entre nous était plus criant que n'importe quelle dispute. Un soir, après une visite de chantier, je suis rentré chez moi des heures plus tôt que d'habitude, une rare pause dans ce train-train qui ressemblait à un cruel coup du sort. En descendant l'escalier, j'ai entendu des bribes de conversation, à peine audibles mais indubitables. Sarah et Monica, voix basse et pressante, préparaient quelque chose qui n'était ni une fête ni un projet. « Le timing », murmure Monica. « Il faut avancer prudemment. » Sarah répondit d'une voix hésitante mais résolue. « C'est peut-être le moment de voir ce qui se passe ailleurs. » Ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Mon esprit s'est emballé. Est-ce qu'elle parle de moi? De nous? La conversation ressemblait à une carte que je n'étais pas censé voir, révélant une trahison qui n'était pas seulement physique, mais émotionnelle, stratégique, préméditée. Cette nuit-là, il n'y avait pas de confrontation violente ni de scène dramatique. Il s'agissait d'être figé dans l'embrasure d'une porte, le cœur brisé, morceau par morceau, réalisant que tout mon monde s'était discrètement effondré. J'ai choisi de m'éloigner, de m'asseoir dans mon camion et de rassembler le peu de sang-froid qui me restait. La douleur ne venait pas seulement des mots que j'avais entendus, mais de la vérité qu'ils exprimaient si clairement. Je ne me suffisais plus. Dans les jours qui ont suivi, le comportement de Sarah a changé. Elle a commencé à me laisser des allusions sous un voile de vertu, un besoin d'espace, un désir de se retrouver, et cette phrase classique qui me pique encore. « Je t'aime, mais je ne suis plus sûre d'être amoureuse. » Elle a présenté cela comme une grande crise existentielle, mais j'ai vu clair. C'était une justification tordue pour des plans qu'elle avait déjà mis en œuvre. J'ai contacté Monica une fois, cherchant des réponses au milieu de la tempête, mais elle a esquivé la question avec une aisance éprouvée, jouant l'amie bienveillante. Pourtant, sous leur sourire et leur soirée conviviale, je percevais une collaboration qui n'était plus innocente. Mon meilleur ami, Jessie, a essayé de me garder les pieds sur terre. « On ne peut pas lutter contre les ombres, mec. » m'a-t-il dit un soir en buvant une bière. « Mais ne te laisse pas ronger par ça. Tu mérites de connaître la vérité, et tu mérites mieux. » Ces mots m'ont marqué, mais la vérité a un poids qui peut autant écraser que libérer. Le plus douloureux? Savoir que Sarah préparait tout cela depuis des semaines, voire des mois. Je n'étais pas témoin d'un moment de faiblesse. J'assistais à la fin qui se dessinait discrètement. Ce silence à la maison, ces sourires secrets à travers la pièce, c'était une trahison émotionnelle à l'état brut. Et cela m'a laissé au bord du précipice, me demandant si l'amour était jamais vraiment suffisant. L'histoire était loin d'être terminée. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé, pour le meilleur ou pour le pire. Suivez-moi, car dans le chapitre suivant, mes choix allaient mettre le feu à toute cette histoire. Après cette nuit fatidique, le silence n'était plus mon ami, mais le champ de bataille. J'ai compris que l'amour seul ne sauverait pas ce qui était brisé.
Ce qui m'a sauté aux yeux, c'était la dure vérité. Je devais préparer ma sortie. Ni par haine, ni par colère, mais par instinct de survie. La trahison était réelle, délibérée, et si mon cœur souffrait, mon esprit n'avait d'autre choix que de se glacer. J'ai rencontré mon avocat, un homme qui sentait bon les vieux livres et la certitude. Il m'a expliqué les protections du contrat de mariage en termes pratiques, comment il protégeait mes heures supplémentaires, mes investissements professionnels, en fin de compte, comment il me conférait une protection juridique. À cet instant, entouré de termes précis et de conseils avisés, j'ai ressenti une lueur de contrôle dans une vie qui avait complètement dérapé. Mais planifier un divorce où les émotions se mêlent aux finances n'est jamais une mince affaire. J'ai commencé à transférer discrètement nos économies, l'argent de ces interminables heures supplémentaires, sur un compte auquel j'étais la seule à avoir accès. Chaque dollar était comme une brique dans un mur invisible que je construisais pour me protéger de la tempête qui approchait. Le véritable défi n'était pas l'argent ou les papiers, c'était la manipulation. Sarah n'était pas seulement une femme blessée, elle commençait à porter le masque de la victime. D'abord, il y eut des remarques subtiles sur la difficulté de la situation, sur le fait qu'elle n'était pas la méchante. Puis, les choses s'envenimèrent, une fausse urgence dans sa voix, des tentatives de me culpabiliser pour ma froideur, et même une fausse peur de grossesse qui brisa le peu de compassion qui me restait. Monica, autrefois une amie de confiance, s'est transformée en obstacle, orchestrant distraction et distraction, me dépeignant comme l'antagoniste impitoyable d'un récit qu'elle avait créé. Un matin, mon téléphone s'est allumé avec un appel des RH, une voix inquiète qui esquissait soigneusement mon récent bouleversement personnel. Quelqu'un m'avait signalé comme émotionnellement instable. Je savais qui était derrière cet appel. Je ne vais pas mentir, ça m'a fait mal. La bataille n'était plus privée. Elle s'est étendue à mon travail, où j'essayais de préserver une vie normale. Je me sentais coincé, tiraillé entre l'envie de tout expliquer et la certitude que quiconque entendrait la vérité ne ferait que prendre parti, ajouter des murmures et compliquer un chaos déjà explosif. Mais j'ai tenu bon, et dans ces ombres de doute, j'ai trouvé une force inattendue. Jessie, mon ami indéfectible, m'a rappelé, on ne peut pas contrôler les choix des autres, seulement nos réactions. C'est devenu mon mantra à l'époque où le doute menaçait de m'engloutir. Sarah m'a usé de tous les stratagèmes possibles, m'inventant des histoires de désespoir, de solitude, de « pauvre moi ». Pourtant, au fil des jours, ma détermination n'a fait que s'aiguiser. Je ne me contentais plus de protéger mon argent, je protégeais ma dignité, mon avenir et la possibilité de retrouver un jour la paix. Les moments les plus difficiles n'étaient pas les disputes ou les batailles juridiques, mais les nuits passées seules, à se débattre avec la question « Comment l'amour s'est-il transformé en calcul ? Comment l'espoir s'est-il transformé en survie ?» La réponse est venue lentement, douloureusement, parce que parfois, la personne que vous aimiez cesse d'être votre partenaire et devient la seule chose que vous devez déjouer pour vous sauver. Mais le combat était loin d'être terminé. Ce qui allait suivre allait mettre à rude épreuve toutes mes forces restantes et propulser cette histoire vers des terres plus sombres et plus étranges. Restez avec moi. Le prochain chapitre ne se résume plus à la survie. Il s'agit de reconquérir la vie sur les décombres. Les conséquences ont été tout à fait inattendues. Lorsqu'une relation se brise, ce ne sont pas seulement deux personnes qui souffrent, mais tout leur entourage, les cercles fragiles d'amis, de famille et de collègues qui deviennent soudain des témoins réticents. Je me suis retrouvé pris dans une vague d'escalade qui n'était plus seulement une douleur personnelle, mais un drame public. Tout a commencé par de petites perturbations, des appels des RH, une vague question sur ma stabilité émotionnelle au travail. La campagne de chuchotement était subtile, mais efficace. Un proche de Sarah, peut-être même Monica elle-même, me présentait comme un mari instable et autoritaire. J'entendais presque les ragots circuler dans l'entrepôt et les salles de repos. C'était humiliant, mais je gardais la tête haute, sachant que la vérité était à moi seul de la préserver. Puis sont arrivés les appels de la société de crédit immobilier, des inconnus avec des questions sur la maison, des demandes que je n'avais pas autorisées. Sarah avait commencé à agir seule, essayant de prendre le contrôle de biens sur lesquels elle n'avait aucun droit légal. Le sentiment d'invasion était étouffant. Ce n'était pas seulement notre mariage qui s'effondrait. J'avais l'impression que chaque aspect de ma vie s'effondrait sans mon consentement. Un après-midi, notre voisine, une enseignante retraitée bienveillante qui s'aventurait rarement au-delà des salutations polies, m'a abordé avec une histoire qui m'a glacé.
Une femme s'était présentée à sa porte, prétendant être une assistante sociale enquêtant sur une situation familiale. Polie, professionnelle, mais évasive lorsqu'on lui a demandé ses références. La femme correspondait parfaitement à la description de Monica. Monica, l'amie, s'engageait dans une voie plus sombre. Harcèlement, manipulation, voire usurpation d'identité. J'ai confronté Monica, espérant apaiser la tension, mais au lieu de cela l'a poussée dans le déni et la défensive. Cette conversation a été l'un des moments les plus froids que j'ai jamais vécus entre deux adultes. Des mots échangés comme des armes, une confiance irrémédiablement brisée. Elle prétendait seulement vouloir aider Sarah, mais j'ai vu ce que c'était. Une campagne pour me déstabiliser et reprendre le contrôle. Au milieu de ce chaos, j'ai trouvé un peu de réconfort auprès d'amis comme Jessie et mes frères et sœurs. Leur soutien a été la bouée de sauvetage qui m'a permis de garder les pieds sur terre lorsque le monde semblait dérailler. Jessie m'a rappelé plus de fois que je ne peux le compter que ma valeur ne dépendait pas des choix d'autrui. Que parfois, partir avec dignité était le plus grand courage. Pourtant, sous mon courage, la solitude me rongeait. La maison que nous appelions autrefois notre foyer était désormais un champ de bataille, et j'étais à la fois soldat et victime. Les nuits étaient les plus dures, le silence criait plus fort que n'importe quelle dispute, et l'absence d'amour était un écho creux de tout ce que j'avais perdu. Mais la croissance naît souvent de la destruction. J'ai commencé à me recentrer sur moi-même, à redécouvrir les parties de moi que j'avais enfouies sous le travail et les soucis. Je me suis mis à la course à pied, j'ai rejoint un groupe associatif local et j'ai même suivi une thérapie, un mot que j'aurais autrefois méprisé, mais que j'ai maintenant adopté comme un salut. La guérison est devenue une rébellion silencieuse contre la douleur, une promesse que mon histoire ne s'arrêterait pas là. Les batailles juridiques s'éternisaient, les demandes de pension alimentaire de Sarah étaient rejetées grâce au contrat de mariage, mais chaque requête nous retardait et nous épuisait tous les deux. J'ai compris que le combat n'était plus une question de victoire ou de défaite, mais de retrouver la paix, d'apprendre à vivre pleinement malgré les cicatrices. Et puis vint le moment inattendu, celui où Sarah, brisée et désespérée, me tendit la main, non pas comme la femme que j'aimais, mais comme une personne confrontée aux conséquences de ses propres choix. Pourtant, même si ce moment avait profondément ému en moi, je savais que le pardon était un chemin qu'aucun d'entre nous ne pouvait entreprendre sans une véritable prise de conscience. Ce chapitre de ma vie a été un véritable creuset, mettant à l'épreuve toutes les facettes de ma résilience. J'ai appris que la croissance n'est pas linéaire, elle est désordonnée, douloureuse et d'une beauté inouïe. La tempête m'avait déchiré, mais dans les éclats, j'ai trouvé la matière première pour me reconstruire. La finalité de tout cela m'a frappé par un après-midi tranquille, lors de la signature des papiers et de l'écho de ce qui s'était jadis installé dans les pièces vides. Rien de dramatique, pas d'excuses de dernière minute ni de supplications désespérées. Juste la dure vérité. Certains chapitres se terminent parce qu'ils doivent se terminer, peu importe l'intensité de votre amour, peu importe la durée de vos combats. Assis seul dans cette maison qui avait été à la fois un sanctuaire et un champ de bataille, je ressentais le poids de la perte comme une douleur physique. Mais au milieu de cette douleur, une étrange clarté émergeait. Je ne me contentais pas de laisser Sarah partir, je me libérais de cette version de moi-même qui s'accrochait à de faux espoirs, de cet homme qui avait trop sacrifié et oublié de protéger son cœur. Ma famille et mes amis sont devenus mes piliers. Ma mère, toujours patiente, me rappelait. La force ne vient pas de l'absence de rupture, mais de la capacité à se reconstruire. Jessie était là avec son humour implacable, me poussant à sortir de l'ombre et à redécouvrir la joie dans les petites choses. Un bon repas, un jogging matinal, un rire tard le soir. Les séances de thérapie, autrefois source d'hésitation, se sont transformées en un sanctuaire où j'ai dénoué les fils emmêlés de la colère, du chagrin et du doute. La maison semblait différente désormais. Ce n'était plus une prison de souvenirs, mais une toile pour de nouveaux départs. J'ai peint les murs de couleurs fraîches, laissé entrer la lumière par des fenêtres propres et commencé à tisser lentement une vie détachée du passé. Sarah a continué sa route à sa manière, assumant les conséquences de ses décisions. Nos conversations ont cessé, remplacées par la compréhension silencieuse que certains ponts brûlent si profondément qu'ils ne peuvent plus jamais être franchis. Et même si le pardon semblait lointain, j'ai appris que ce n'était pas pour elle, mais pour moi. Pour libérer les parties de moi encore enchaînées par l'amertume et la douleur. La leçon la plus difficile a été d'accepter que l'amour,
aussi puissant soit-il, ne suffit parfois pas à nous sauver de nous-mêmes ou des autres. Mais cette acceptation porte en elle l'espoir que l'avenir nous apportera paix, épanouissement et peut-être même bonheur. J'ai commencé à envisager de nouveaux rêves, non liés à une autre personne ou à un passé commun, mais ancrés dans la simple promesse de prendre soin de soi et de faire preuve de résilience. J'ai trouvé du réconfort dans des choses que j'avais négligées. Des amis qui se réunissaient sans chichi, des matinées tranquilles avec un livre, des projets de nouveau départ dans une ville où personne ne connaissait mon passé. Et à ces moments-là, j'ai compris clairement, ce n'était pas une fin. C'était un début déguisé en perte, une chance de réécrire mon histoire à ma façon. Alors, si vous regardez ceci et que vous vous sentez brisé par l'amour ou la trahison, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. La douleur creuse des trous en nous pour que la lumière puisse y pénétrer. Et de ces fissures, nous devenons plus forts, plus sages et plus authentiques. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Vos histoires, votre courage et votre guérison y contribuent aussi.